Hello, folks. I'm Mark Borzinski, and welcome to the next episode of the 425 Show. We've been on a little bit of a break lately. I'm not sure if anyone saw the news, but we've had some layoffs and some restructuring, and unfortunately, that impacted some of the folks that work on the 425 Show. So, thank you for bearing with us while we were trying to kind of get this thing back rolling on its feet. So if you do have any actually open headcount for folks that are experts in identity, feel free to drop those into the chat. So we should be streaming this hopefully on YouTube, LinkedIn, and on Twitch. And if not there, also you can feel free to put it on our 425 Show LinkedIn page. So if you are not following us on there, please do. Please click the follow button as well as the bell to be notified when we have new content. We actually been pushing out new content multiple times a week. So Bailey Bursick just posted this morning for our Read Only Friday about passwordless. So if you're just kind of getting started with passwordless or you're starting in your deployment, some really good resources for you there. And then actually Jorge Lopez has a post coming on Monday for Migration Monday around if you still have ADFS, you'll definitely want to check that out. So yeah, feel free to like that and be notified when we have new content coming out. We actually have a new show next week, a LinkedIn live event where you can come ask us questions about Azure AD. So now that we got that out of the way, let's talk about the topic we're going to discuss today. So I'm going to bring out Brian and Paul here from our, I believe you guys are both CSAs, right, at Microsoft. So today we're going to be doing an Azure AD conditional access session, but in French. So I should have said bonjour. So how you guys doing today? Good, and you? Doing really good, yeah. I'm doing all right. So so I don't speak French other than bonjour and then probably some like food items and things like that. So I'm going to do our best to kind of keep an eye on the chat. So Bailey and I are going to be kind of running the back of the house stuff here. We have Nick, Jeff, and Jorge kind of watching the different channels. So we'll try to kind of indicate to you if there's something going on. But with that, I'll kind of get out of the way here and let you guys take over. And if anyone else, please put in the chat. We'll try to raise up these questions. So thanks so much. Awesome. Let me get out of here. Thank you, Mark. Thanks, Mark. Oh, salut, Paul. Ça va? Salut, Brian. Ça va bien, toi? Oui. Donc, on commence notre présentation, le premier épisode de 425 en français. Donc, merci de faire ça avec moi, puis vice-versa, là, je suis sûr. Puis, on va commencer la présentation tout de suite. Oui, Donc, je ne sais pas si toi, tu veux faire comme une introduction, puis on parle de même. Bien sûr. Donc, on peut commencer directement. Je pense que les gens sont déjà prêts à entendre parler d'accès conditionnel. Allons voir maintenant un peu quels seront les sujets d'aujourd'hui. En fait, donc, on a quelques sujets quand même intéressants. Lorsqu'on parle d'accès conditionnel, on parle souvent de Zero Trust. Donc, on va voir les différents concepts pour... je vais probablement dire Zero Trust à quelques reprises, mais on va dire confiance zéro et leur relation par rapport aux accès conditionnels. Qu'est-ce que sont... en fait, c'est quoi une stratégie d'accès conditionnel? Qu'est-ce qu'une définition de type de compte? Et on va avoir plusieurs exemples ici à montrer et aussi une session de questions vers la fin. Ouais. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est au niveau des définitions des types de comptes, on va vraiment regarder la sorte de compte, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec des meilleures pratiques en tête au travers de l'accès conditionnel pour chacun des types. C'est ça, hein, Paul? Exact. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans beaucoup d'implémentation de base des accès conditionnels. Donc, c'est probablement quelque chose que beaucoup de gens vont pouvoir apprendre à ce moment-là. Donc, je te laisse peut-être présenter une slide ou deux. OK, parfait, oui. Donc, si on commence avec le concept un peu de Zero Trust, on regarde notre ancien modèle, le modèle traditionnel où on a des utilisateurs, des appareils, des applications et des données à protéger. Puis souvent, ce qu'on faisait, c'est de construire notre château avec un belle barrière devant notre château qui prévent tout le monde de passer. Puis ça, c'est notre pare-feu, dans le fond. Fait que ça, c'était le modèle traditionnel, mais c'est difficile à adapter ça avec le modèle moderne, qui semble un peu plus à ça. Donc, on a pas mal beaucoup plus des affaires qui sortent de notre réseau entreprise. On a beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'applications, des solutions cloud, des services info-nuagiques et des partenaires qui sont pas nécessairement tout le temps des employés. Donc, avec ce nouveau espace-là, ce nouveau périmètre d'identité,
comment qu'on peut gérer ça, puis c'est quoi la mentalité d'avoir pour approcher ça. Puis on a quelques vérifications qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis l'accès conditionnel qu'on va rentrer un peu plus en détail dans les prochaines parties de la présentation, mais on va vraiment regarder un peu plus en détail comment qu'on peut protéger notre périmètre avec ce nouveau modèle actuel, ce nouveau mode moderne. Est-ce que ça veut dire que le firewall, en fait, après notre présentation d'aujourd'hui, on n'en a plus besoin ou est-ce que Oh, on a encore absolument mieux d'en le pas. garder? Ouais, on est encore bien de garder, là. C'est, comment qu'on dit, sécurité en niveau. Fait qu'on veut pas nécessairement juste arracher le pare-feu, mais le pare-feu n'est pas la solution totale, plus aujourd'hui. Excellent. Donc, je te laisse continuer un petit peu peut-être sur ce Ouais. sujet-là. En fait, donc notre ancien monde, là, comment qu'on voyait ça avec le modèle traditionnel, c'était que les utilisateurs, c'était des employés. Les appareils étaient toujours gérés par l'entreprise. Les applications existaient dans notre entreprise en arrière de notre pare-feu, puis on avait vraiment des applications monolithiques qui étaient des ERP, des solutions de même qui sortaient jamais de l'entreprise. Il fallait accéder à l'interne pour accéder à ces logiciels-là. Là, on avait le réseau d'entreprise avec un pare-feu et on faisait la suivi local des paquets et la journaux des événements et tout ça. Mais si on regarde le nouveau monde, on ne peut plus vraiment nécessairement faire ça parce que les utilisateurs sont plus nécessairement des employés. Ça peut être des employés, mais ça peut aussi être des bots, l'intelligence artificielle, des clients, des partenaires qui ont besoin d'accès à l'interne de nos données internes. Si on regarde des appareils aussi, on peut apporter nos propres appareils maintenant pour rendre ça plus simple et flexible pour plusieurs utilisateurs. Et il y a aussi le IoT, Internet of Objects, Internet of Things. Ici, on voit le IoT puis le Bring Your Own Device. Est-ce que le Bring Your Own Device, supposons dans les accès conditionnels, c'est quelque chose qu'on peut gérer un peu? Oui, oui, absolument. C'est ça l'avantage. Ainsi qu'avec des plateformes comme MDM au niveau de Intune, on peut quand même gérer certains aspects des Bring Your Own Device. Puis ça va augmenter la sécurité à ce niveau-là en mettant la flexibilité à nos utilisateurs. Puis les applications sur site, c'est vraiment une explosion d'applications cloud. On a vu ça dans les dernières années, suite à la pandémie aussi. Les applications infonuagiques, SaaS, ça a vraiment pris une explosion épouvantable, mais comment qu'on peut gérer ça puis rester secure dans cet environnement-là? Et les applications monolithiques étaient pas mal remplacées par des REST API ou des API ou des applications composées qui sont vraiment flexibles à ce niveau-là. Le réseau d'entreprise et pare-feu, c'est juste une compréhension que le périmètre a commencé à expansionner. On n'est plus juste en train de protéger notre bâtisse. Il faut regarder dehors de la bâtisse puis comment on peut aller chercher les autres applications. Et le suivi local des paquets journaux, mais c'est une explosion de signal. Comment qu'on peut suivre les signaux qui sortent des applications infonuagiques, des Bring Your Own Device et assurer que tout ça, ça reste sécuritaire. Et le premier niveau à ça, c'est pas mal l'accès conditionnel. Et on va voir un peu notre façon de regarder ça. Quand on sécure les actifs, où ils se retrouvent avec la confiance zéro ou zero trust, on veut juste simplifier et renforcer l'efficacité. Fait qu'on a notre classique approche qui était vraiment l'approche classique au niveau de la modèle traditionnelle. C'est restreindre tout dans un réseau sécurisé et c'est tout. Mais on ne peut plus vraiment garantir que tout reste dans ce réseau maintenant, aujourd'hui. Donc, notre nouvelle façon de regarder ça, c'est avec la confiance zéro, où on protège les actifs n'importe où avec une politique centrale. Donc, on s'en fout, le portable est où, dans le fond. On veut juste assurer qu'il est tout le temps secure, puis on a les signaux qui rentrent. Et l'avantage avec la plateforme d'Azure AD et Microsoft, mais on a 8 billions de signaux par jour à peu près, Paul, je pense que c'est ça. On va voir un peu plus. J'avance la slide, ce sera pas trop long. Ah, Un y a pas petit de trouble. problème technique. C'est ça. Fait que 8 billions de signaux par jour qui rentrent dans notre plateforme.
Et ça inclut pas juste le fait que Microsoft est infonuagique avec le cloud, comme on voit Azure AD, Microsoft 365, mais on est dans le jeu d'infonuagique depuis l'achat de Hotmail dans les années 90. Donc, tous ces signaux-là sont centralisés et comme ça, on est capable de commencer à faire des décisions intelligentes par rapport à ces signaux-là. Si on continue à la prochaine slide. Donc, aujourd'hui, on va concentrer sur le côté identité. La façon que j'approche le Zero Trust, puis Paul, je pense que tu es pas mal pareil que moi dans ton approche aussi. C'est vraiment au niveau de l'identité étant la première étape. Parce que si on ne peut pas garantir que l'identité de l'utilisateur est secure, mais ça ne change rien pour l'appareil et tout le reste de la suite. Fait que c'est vraiment de gauche à droite. Hein. Tout à fait. Même si on a supposons des bons firewalls à l'interne, qu'on a des postes à jour, si on est capable d'impersonnifier un utilisateur, on peut faire tout ce que l'utilisateur peut faire. Donc, on peut penser au ransomware, rançongiciel, je devrais dire. On peut penser à un énorme nombre d'attaques qui peuvent être possibles, malgré que le fait, supposons qu'on pourrait dire que l'utilisateur n'est pas admin sur le poste, l'utilisateur peut encore accéder à beaucoup de choses. Donc, on veut vraiment sécuriser ça comme première étape et construire sur cette base-là qui devient une belle base solide. Ouais, c'est bon. Fait qu'aujourd'hui, on va concentrer vraiment sur cette première étape-là et regarder les politiques d'accès conditionnel. On a juste un dernier slide ici qui parle un peu de la stratégie de contrôle d'accès en confiance zéro. Donc, on prend nos signaux, la risque associé avec l'appareil, la risque associé avec l'utilisateur, puis tous les signaux de toute la plateforme Microsoft pour voir s'il y a des liaisons à faire avec ça. Et ensuite, on fait une décision là-dessus. Fait qu'on s'applique aux demandes entrants et durant la session active de l'utilisateur sur notre plateforme, on fait une réévaluation de la session à tout le long au cas qu'il y a un risque qui s'est rentré après suite à l'accès qui était autorisé. Et ensuite, on peut assigner un niveau de risque ou un score plus élevé pour certaines applications pour ajouter de la sécurité. Et c'est ça. Essentiellement, on veut juste jamais faire confiance et toujours vérifier. Exact. Ça résume assez bien, je trouve, qu'est-ce que c'est que les accès conditionnels. Par contre, on n'a pas encore vu à quoi que ça peut ressembler dans un portail, un accès conditionnel. Donc, passons, disons, du théorique au plus concret avec, disons, une slide transitoire. Donc, absolument. Ici, en fait, voici à quoi ressemble notre contrôle d'accès conditionnel au départ quand on le crée. On voit qu'on a plusieurs champs. Donc, on a un champ nom pour commencer. Le champ nom, on voit qu'on n'a pas de champ de définition. Donc, il faut qu'on choisisse un nom qui fait du sens. Il faut qu'on choisisse un nom qui soit facile à utiliser par la suite. Et souvent, on va vouloir aussi avoir un numéro de stratégie d'accès conditionnel. Donc, si j'ai une stratégie qui s'appelle bloquer MFA, une autre bloquer MFA pour administrateur, une autre bloquer si MFA non présent dans telle circonstance, et que je mentionne à un de mes collègues, peux-tu aller faire une modification dans la stratégie d'MFA? Laquelle entre les trois que je demande, ben, c'est pas très clair. Donc, y aller avec des 0,1, 0,2, 0,3 et en montant comme ça peut être une bonne pratique pour simplifier un petit peu notre vie. Ensuite, dans notre affectation, donc notre affectation est en 3 niveaux. On veut décider à quelle personne cette stratégie d'accès conditionnel-là va s'appliquer. On pourrait dire qu'on la veut pour l'ensemble de nos utilisateurs avec des exclusions. Pour nos invités seulement, il y a beaucoup de choix. On va les voir un peu plus en détail prochainement. Sur quelle application qu'on veut appliquer notre accès conditionnel? Est-ce que c'est pour Office 365? Est-ce que c'est pour l'ensemble de nos autres applications? Est-ce que c'est pour Box, Dropbox, une autre application que vous avez d'intégrer dans votre tenant? Il y a vraiment beaucoup de possibilités là. Et par la suite, notre dernière affectation, c'est dans quelles circonstances est-ce qu'on veut que cet accès conditionnel-là s'applique? On pourrait dire que ça va s'appliquer simplement lorsqu'on est au Canada, simplement lorsqu'on vient d'un poste Windows, d'un poste macOS. Donc, il y a beaucoup de choix qui sont possibles à ce niveau-là. Je vais aller dans le tenant un petit peu par la suite pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans un exemple. Et lorsqu'on a déterminé nos conditions, quelle application, quel utilisateur ça va s'appliquer, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, est-ce qu'on veut faire un octroi d'accès? Et on pourrait dire on va octroyer l'accès, mais on va l'octroyer avec
une demande d'MFA. On va l'octroyer avec des conditions d'utilisation ou encore on va demander un appareil qui est conforme. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. Pour les sessions, ici, ça va être en fait, une fois que les conditions sont rencontrées, qu'on a décidé qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on octroie ou on bloque la connexion, est-ce qu'on veut avoir des contraintes supplémentaires qui vont être mises en place? Pour les contraintes supplémentaires, en fait, il y a beaucoup de possibilités, mais une que j'aime particulièrement, c'est de bloquer les téléchargements. Donc, on pourrait dire qu'on permet à quelqu'un de se connecter à notre SharePoint. Lorsqu'il se connecte à notre SharePoint, si ce n'est pas à partir d'un des postes qui est la propriété de l'entreprise, il ne pourra pas télécharger. Donc, quand même beaucoup de possibilités ici. Et par la suite, est-ce que notre stratégie est active, est inactive ou encore est en mode rapport? Donc, voici vraiment en fait les différentes choses qu'on voit. Maintenant, allons un peu plus. Je vais redire encore un petit peu qu'est-ce que Brian nous a mentionné. Donc, on a nos signaux. Nos signaux, en fait, on va voir un peu le type de signaux qu'on a. Donc, on a des emplacements, on a des applications clientes, on a la conformité d'appareil, on a quel type d'utilisateur on a, quel type de rôle on a. Et on a aussi, en fait, lorsqu'on parle d'utilisateur, utilisateur Azure AD, on peut avoir des invités aussi. Et les invités peuvent être des comptes Microsoft, des comptes Google, d'autres types de comptes, d'autres Azure AD. Et donc, comme tu as dit tantôt, Paul, juste pour sauter là-dessus un petit peu, tu disais, mettons, un des conditions au niveau de la session qu'on pourrait appliquer, c'est de dire que si quelqu'un vient d'un compte Google qui t'a invité dans l'organisation, mais on bloque accès à un site SharePoint pour télécharger les données. Il peut aller lire, mais il ne peut pas télécharger des affaires de même. Exact. Puis dans le cas de SharePoint, on pourrait même y aller plus granulairement que ça et dire qu'il y a accès à seulement un site en particulier. Donc, ce n'est pas un accès à tout le SharePoint. Ça va dépendre des autres permissions au niveau de SharePoint. Aussi, on voit les types d'appareils en fait qu'on supporte. Et ça résume assez bien en fait le type de signaux qu'on a. Une fois qu'on a nos signaux, il faut qu'on prenne une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec ces signaux-là? Donc, ici, nos signaux, en fait, vont être basés sur beaucoup de choses. On va parler de risques de session. D'ailleurs, en fait, je pense que les risques de session, c'est un sujet que tu connais bien. Je ne sais pas si tu veux juste mentionner quelques mots là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, on a un produit qui s'appelle Identity Protection qui est construit dans Azure AD P2. Et ce que ça permet de faire, c'est d'identifier des comportements bizarres d'un utilisateur et associer un niveau de risque à cet utilisateur-là, ainsi que d'autres conditions qu'on va prendre en considération quand on associe ce niveau de risque. Et ensuite, on peut utiliser cette décision de risque pour faire des décisions dans les conditions et appliquer des contrôles différents. Donc, si, mettons, mon utilisateur est connecté à Montréal et 2 minutes plus tard, il se connecte de Shanghai en Chine, mais on va bloquer l'accès ou on va forcer du MFA. Soit qu'on bloque ou on peut forcer du MFA et ensuite, ça va surlever comme un problème peut-être au niveau de l'accès. Oh, super. Puis, en fait, tu as parlé de MFA. Je pense que je vais te prendre au mot là-dessus. On peut justement demander du MFA ou des contextes d'authentification qui est une catégorie de MFA en fait réduite dans des cas justement comme les risques de session. Il y a une autre mitigation automatique qu'on peut mettre en place avec Identity Protection et les accès conditionnels qui est le changement de mot de passe. Donc, si on a un utilisateur qu'on sait qui est corrompu, on peut simplement demander à l'utilisateur automatiquement de changer le mot de passe sans que l'équipe TI ait besoin de faire d'opérations supplémentaires. Donc, quand même assez pratique. Ouais. Sinon, les autres paramètres, c'est déjà un peu ce qu'on a mentionné, les bloquer ou permettre l'accès, limiter l'accès, comme le cas où est-ce qu'on bloque le téléchargement. Et un que je vais mentionner ici, qui est quand même très important, c'est bloquer l'authentification héritée. Donc, on veut bloquer les anciens protocoles qui sont moins sécuritaires, qui ne supportent pas les MFA. Il y a déjà beaucoup de ces protocoles-là qui sont bloqués de base par Microsoft. Par contre, il y a des cas légitimes où est-ce qu'on en a besoin. Donc, c'est une bonne pratique ici de vouloir bloquer ces authentifications héritées-là. Puis, en fait, lorsqu'on va appliquer nos accès conditionnels, on les applique normalement sur des applications SaaS, sur de l'info nuagique, mais c'est possible de le faire aussi sur des applications internes.
Donc, on a plusieurs façons de le faire. En fait, on a avoir un serveur NPS à l'intérieur de notre réseau qui va nous permettre d'avoir du MFA dans certaines circonstances, comme lorsqu'on va se connecter à du Remote Desktop Gateway. On a d'autres possibilités aussi, qui est de dire que notre application interne, on va la partager à l'externe avec Azure AD App Proxy. Et à ce moment-là, on est capable d'ajouter tout ce qu'on a vu au niveau des accès conditionnels. Donc, maintenant, on peut parler un petit peu des différents types de comptes. Les types de comptes, en fait, c'est une nouvelle façon un peu de voir les accès conditionnels, de voir l'identité à ce moment-là. Et normalement, on va avoir plusieurs types de comptes. Donc, chaque entreprise, c'est sûr, a des utilisateurs d'entreprise. Par contre, vous avez peut-être d'autres types d'utilisateurs qui ont des besoins particuliers. On peut penser, supposons, aux développeurs. Donc, on pourrait parler d'utilisateurs spécialisés. On va avoir nos comptes d'administration aussi. Donc, c'est toujours des comptes qui doivent être séparés de nos utilisateurs d'entreprise. Donc, un compte d'administrateur dédié par administrateur. Mais ce n'est pas les mêmes règles, les mêmes stratégies qu'on va appliquer à ces utilisateurs-là nécessairement. Ensuite, on a nos utilisateurs externes, donc nos invités. On parlait de nos comptes Google, nos comptes personnels Microsoft ou encore juste des comptes, que ce soit une adresse courriel comme un Yahoo, qui pourrait faire partie des utilisateurs externes. On pourrait avoir aussi des comptes de service, donc quelque chose d'autre ici qui est quand même assez courant. Et nos comptes d'urgence, donc des comptes qui ne sont utilisés que dans le cas où est-ce qu'on a une urgence, on ne les utilise jamais autrement. Je ne sais pas d'ailleurs si tu avais des recommandations pour les comptes d'urgence, Brian. Compte d'urgence, oui, absolument. Souvent, mettons un Global Administrator, qu'on n'applique aucune policy dessus. On met un mot de passe de genre 256 caractères aléatoires et plus. On éteint ce maximum-là ou juste en dessous et ensuite on met cette mot de passe-là dans un coffre-fort à quelque part à être utilisé seulement dans un cas d'urgence extrême, dans le fond. Puis, supposons que 256 caractères, c'est un peu trop pour moi. Est-ce que 254, ça irait aussi? Absolument. Super. Excellent. Tant qu'on a au-dessus de 250, là. Ouais, c'est ça. Même 32, ça va. On veut juste générer quelque chose qui ça serait vraiment difficile à trouver avec du brute force. Excellent. Donc, une fois qu'on a en fait nos différents types de comptes, il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire avec ça, c'est de dire on va se créer une politique de base. Cette politique de base-là va bloquer toutes les connexions à notre Azure AD, sauf ces groupes d'utilisateurs-là. Donc, si quelqu'un ne fait pas partie d'aucun groupe, la personne ne pourra pas se connecter. Ce qui assure que vous devez mener en fait une bonne gestion des comptes et qu'un administrateur, en fait, ne pourra pas aller créer des comptes par-ci par-là pour faire plein de tests sans que vous le sachiez. Donc, il va se ramasser dans un groupe. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre des alertes dessus s'il y a des changements, supposons, au niveau des groupes, des comptes d'administrateurs, des comptes d'urgence, des comptes de service, etc. Donc, les possibilités ici sont beaucoup plus simples que si on utilise tous les utilisateurs ou aucun utilisateur. Donc, ça semble beaucoup comme une configuration par feu un peu là, de base. Par défaut, on bloque tout, puis là, on décide qu'est-ce qu'on va permettre à les utilisateurs d'utiliser, comment, avec quelles conditions. Exact. C'est ici un beau parallèle avec le pare-feu, mais différemment du pare-feu, en fait, on a les règles d'accès conditionnel, les stratégies d'accès conditionnel s'appliquent tous et ce n'est pas seulement lorsqu'on arrive à une règle en particulier, comme dans le pare-feu, on ne lit pas les suivantes. Donc, ici, ça nous permet d'avoir des choses un petit peu plus puissantes que ce qu'on peut faire avec un pare-feu. Ah, parfait. Donc, en allant voir ici, en fait, dans mon tenant, juste pour regarder qu'est-ce qu'on a, je me suis créé quelques groupes ici qui vont représenter mes utilisateurs, mes types d'utilisateurs comme on voit. Et par la suite, je me suis créé une règle d'accès conditionnel. Donc, ma règle d'accès conditionnel, ici, on va voir un peu à quoi que ça ressemble. Donc, je dis dans mon cas que, en fait, je m'en vais juste modifier ici. Je pense qu'avec un petit emoji, c'est plus clair dans le titre. Donc, si je m'en viens voir ici, je vais voir que mes utilisateurs, en fait, j'ai choisi tout le monde. Donc, ma règle s'applique à tous, mais j'ai exclu l'ensemble des groupes que j'ai créés plus tôt. Donc, ici, on est sûr que je bloque tout. Pour quelle application est-ce que je veux faire ça? Je veux la faire vraiment pour l'ensemble des applications. Donc, je ne veux pas avoir d'exclusion. Je veux que ce soit vraiment à tout le monde que ça s'applique.
est-ce qu'il y a des conditions que je veux? Donc, on voit ici les types de conditions qu'on n'avait pas vues tout à l'heure. On voit les niveaux de risque de connexion, les niveaux de risque utilisateur, les différentes plateformes possibles, les emplacements, le type d'application cliente comme un navigateur ou une application lourde, et des différents types de filtres d'appareil. Donc, est-ce que l'appareil est conforme ou pas? Des choses comme ça. Dans mon cas, il n'y a rien là-dedans que je veux vérifier. Je veux être sûr que dans tous les cas, je vais bloquer. Donc, ce que j'ai fait dans ma section octroi, j'ai simplement dit que je vais bloquer. Autre point intéressant ici, c'est qu'on voit que j'ai présentement ma règle active et il va me dire que, hey, fais attention, cette règle-là bloque tout pour tous les utilisateurs. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux faire ça? Donc, pour nous empêcher de faire des erreurs, par défaut, il va nous proposer, veux-tu exclure ton compte actuel pour que tu puisses revenir en arrière? Dans mon cas, j'ai déjà fait le travail de m'assurer que mon compte est un compte dans les comptes d'urgence, donc je sais que je n'avais pas d'impact. Je vais tout simplement dire que mon compte, je veux qu'il soit affecté par la stratégie malgré tout, donc je peux enregistrer. Si on retourne maintenant un petit peu dans notre présentation, on peut aller peut-être avec un exemple concret de choses qu'on peut faire. Donc, quelque chose qu'on voit souvent, c'est qu'on veut réduire un peu la portée de notre règle d'accès, en fait, la portée de connexion de nos utilisateurs. Dans un cas comme ça, on veut dire que nos utilisateurs ne pourront pas se connecter en dehors de nos pays d'opération. Nos pays d'opération, dans notre cas, c'est le Canada. Donc, quelqu'un ne pourrait pas se connecter en dehors du Canada. Si on regarde ici, première chose que je veux faire, c'est m'assurer que j'ai une exclusion pour les comptes d'urgence. Et pour tous les autres types de comptes, en fait, je veux m'assurer qu'ils sont inclus. Donc, allons créer cette règle-là ici dans mon tenant. Donc, je m'en vais créer une nouvelle stratégie. On va voir vraiment la même chose qu'on a vu dans mes slides précédentes. Donc, ici, j'ai mon... je vais dire tout simplement que je bloque les connexions en dehors des pays d'opération. Avec un petit typo, bien sûr. Ça en prend au moins un. Je vais sélectionner, en fait, mes utilisateurs. Donc, ici, on voit que j'ai beaucoup de comptes. Je ne sélectionnerai pas le compte d'urgence et je vais sélectionner les autres. Ici, autre particularité, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser des groupes. On pourrait le faire directement avec des utilisateurs, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire normalement parce que si on commence à y aller par utilisateur, on va toujours être dans nos accès conditionnels et les chances d'erreur vont être assez grandes. Ouais. Donc, j'ai mes 5 groupes d'utilisateurs que je veux que ça soit inclus. Par méthode de prévention, en fait, pour s'assurer qu'on ne se bloque jamais, on va toujours mettre nos comptes d'urgence en exclusion sur tous les accès conditionnels. Tout d'un coup, quand on fait une erreur, on va être sûr qu'on n'a pas d'impact. Ici, je n'avais pas eu, en fait, dans la slide, je ne parle pas aucunement de mettre une application en particulier, donc on va y aller avec toutes les applications. Les conditions, c'est là, en fait, que là, on va commencer à avoir un petit peu de différence. Donc, je vais aller dans mes emplacements inclus et je vais dire que je veux bloquer tous les emplacements et je veux exclure simplement mes pays d'opération, comme on voit dans le titre. Donc, je m'en vais aller sélectionner ici mes pays d'opération. Donc, on voit ici que j'ai sécurité, pays d'opération et j'ai aussi inclus dans mon cas les adresses IPv6 de mes pays d'opération. Parce qu'une des caractéristiques des accès conditionnels avec les types d'emplacement par IP, c'est qu'ils ne couvrent pas pour l'instant les IPv6. Donc, je veux laisser passer mes adresses IPv6. Une fois que ça c'est fait, ben, notre contrôle, ici on voit déjà notre liste qu'on n'avait pas vue tout à l'heure, donc on voit qu'on a quand même beaucoup de choses qu'on peut sélectionner. Dans mon cas, ce que je veux faire tout simplement, c'est de dire que je m'en vais bloquer. Donc, en faisant ça, j'active ma règle. Et maintenant, mes utilisateurs ne peuvent pas se connecter en dehors du Canada. Donc, juste avec ces deux règles-là, on a réduit la disponibilité pour les utilisateurs connectés s'ils ne sont pas membres de groupes spécifiques. Premièrement, ils n'ont juste simplement pas accès. Et ensuite, s'ils se connectent de quelque part d'autre que le Canada ou nos pays d'opération signalés, ils n'ont pas accès non plus. Là. Exact. Donc, maintenant, ça veut dire que si tu veux te connecter, il faut que tu sois un utilisateur qui vient du Canada. Tu ne peux pas te connecter autrement, à moins d'être le compte d'urgence.
OK, parfait. Donc, on est en train de réduire la surface d'attaque potentielle aussi là, en faisant ça. Tout à fait. Le but des accès conditionnels, ben, un peu comme on le mentionnait plus tôt, c'est de se rapprocher le plus possible du Zero Trust. Donc, on veut réduire de plus en plus les possibilités d'une attaque. Donc, on va réduire les accès possibles des différents utilisateurs. Parfait. Donc, le Zero Trust, on a déjà parlé un tout petit peu qu'est-ce que c'était. Il y a 3 principes principaux dans le Zero Trust. Donc, on veut s'assurer qu'on vérifie de façon explicite est-ce que c'est vraiment l'utilisateur. On veut avoir le moindre privilège, donc on ne dira pas que tous nos utilisateurs sont administrateurs généraux ou global admin. On va vouloir dire que c'est des simples utilisateurs. Au besoin, on va leur donner des droits supplémentaires si c'est requis et pour une période de temps déterminée aussi. Et par la suite, ben, on va présumer en fait la présence de brèches dans notre environnement. Donc, le fait que notre réseau soit protégé par un firewall, comme on l'a vu plus tôt, n'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc, on ne peut pas garantir que notre réseau n'a jamais été compromis ou n'est pas compromis présentement. Donc, on assume que ce réseau-là est compromis, que les machines des gens sont probablement compromises aussi. De cette façon-là, on va toujours prendre la meilleure décision sur qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau de nos contrôles. Et pour aujourd'hui, on va se concentrer vraiment plus sur le vérifier explicitement avec les exemples qu'on voit. Ouais. Puis peut-être dans la future session, on va regarder les autres points aussi. Tout à fait. Ben, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les autres points. Donc, ouais, c'est ça, moi aussi. S'il y a de l'intérêt, en fait, c'est sûr que c'est un sujet que je serais très ouvert à discuter. Pareillement. Donc, on va voir un petit peu maintenant qu'on a nos utilisateurs, ben, on parle souvent de MFA de nos jours. Donc, on veut s'assurer que nos utilisateurs ont du MFA. Ici, par contre, le MFA, est-ce qu'on veut vraiment avoir tous nos comptes qui ont du MFA? Peut-être pas. Donc, on veut avoir quand même nos comptes d'urgence qui vont être exclus. Encore là, on parle d'exclusion de nos comptes d'urgence pour s'assurer qu'on ne se bloque jamais. Et on va avoir une inclusion de la plupart des comptes. Par contre, un compte de service, par définition, est un compte qui est utilisé par un service. Donc, ça ne fait pas de sens de dire que le compte de service va recevoir un SMS, va recevoir une demande dans Microsoft Authenticator. Si ce serait le cas, un compte de service fait énormément de demandes pourrait se ramasser avec une belle facture SMS à la fin du mois, disons. Donc, allons voir comment on pourrait faire ça maintenant dans notre stratégie d'accès conditionnel. Donc, je m'en vais retourner ici dans mes stratégies. Je m'en vais m'en créer une nouvelle qui va être demande MFA pour compte utilisateur spécialisé pour nos utilisateurs externes et nos administrateurs. Donc, ici, on va voir... Yes. Comme tu disais plus tôt, là, on est mieux d'aller avec un nom très descriptif, que tu regardes le nom tout de suite dans le portail, on sait exactement qu'est-ce que ça fait qu'on n'a pas à chercher. Puis, exact, on ne se pose pas de questions. C'est bon. Et des fois, ça donne des noms qui sont un petit peu plus longs, comme on voit ici, mais ce n'est pas de mauvaise chose non plus. Donc, ici, on va voir que j'ai choisi encore les mêmes choses. Je laisse mes comptes de service ici, donc je ne veux pas les utiliser. Et je vais faire quelque chose d'un peu plus, d'un petit peu différent ici, parce que je me dis, dans le cas, en fait, où est-ce qu'on aurait certains groupes qu'on veut, en fait, certains rôles qu'on veut vraiment protéger beaucoup plus que les autres, je pourrais dire ici que je vais même sélectionner certains rôles directement. Donc, je parlais du Global Admin tout à l'heure, d'administrateur général. Je pourrais dire ici que mon administrateur général, dans tous les cas, je veux qu'il ait du MFA. En faisant ça, pourquoi l'administrateur général, ce compte-là est très puissant dans le sens qu'on comprend. C'est pas juste Azure AD. Ce compte-là, en fait, peut donner accès sur tout ce qu'on a dans Azure. Donc, quand on parle de subscription, en fait, d'abonnement, de groupe de ressources, de choses comme ça, peut nous donner accès à tout ce qu'on a au niveau Office 365, à toutes les applications qu'on a, à tout ce qu'on a dans Azure AD, donc à toute la portion Intune où est-ce qu'on gère nos appareils.
Ouais, Donc, c'est très, très puissant. c'est très puissant. C'est un peu l'équivalent de l'administrateur d'entreprise ou de l'administrateur de domaine dans un domaine local. Donc, OK, une ouais. fois qu'on a ce compte-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, fait qu'on veut vraiment s'assurer que c'est bien protégé, puis qu'il y a le moins possible d'administrateur général dans un tenant possible. Garde ça au Tout à fait. minimum. D'ailleurs, combien d'administrateurs que tu crois que serait un bon chiffre pour un domaine? Pour un domaine de relations? Mettons une entreprise globale, quelque chose de même, hein, Oui, qui a présence partout. Ouf, 2 peut-être, 4. ouais, ça ressemble à ça. Mais il faut penser à nos comptes d'urgence. Donc, on a nos Oui, 2 comptes d'urgence normalement. Puis c'est ça. après ça, ben, ça va varier de l'entreprise à l'autre, mais aux alentours de 5, en incluant les comptes d'urgence, c'est normalement, on a une belle sécurité puis on n'a pas trop de comptes. Ah, parfait. Ah, j'étais proche. Et ici, en fait, on va voir que je veux inclure mes comptes. Donc, les comptes que je vais inclure qui ne doivent pas avoir de m'infos jamais, j'ai mes comptes d'urgence. C'est tout. Et je pourrais avoir un autre rôle d'annuaire ici que je vais inclure en exclusion. Et ça n'est un qu'on oublie de temps en temps. Donc, c'est euh, le compte de synchronisation d'annuaire. Donc, si vous êtes en mode hybride et que vous avez en fait des comptes qui proviennent de votre AD local et qui sont populaires après ça dans Azure AD, vous avez une synchronisation d'annuaire qui est probablement faite avec Azure AD Connect. Donc, en utilisant ça, il y a des comptes qui sont créés au niveau de l'agent Azure AD Connect. Et pour pouvoir vraiment les utiliser, ces comptes-là ne peuvent pas avoir d'MFA, bien sûr. Donc, on veut s'assurer que les comptes de synchronisation d'annuaire vont être aussi exclus. Donc, ici, notre MFA, on le veut pour toutes les applications. Il y a pas s'il y a des applications qui ne le supportent pas, on pourrait les mettre en exclusion, donc dans notre section ici. Et par la suite, on ne veut pas nécessairement de conditions. Comme on l'a dit, on veut assumer que notre réseau a probablement des brèches. Donc, aussi bien dire qu'on a demande du MFA en tout temps. De cette façon-là, on se rapproche vraiment de notre confiance zéro ou zéro trust. Et ici, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, j'ai 2 choix ici. Donc, j'ai le choix de dire, je vais y aller avec une authentification multifacteur ou je vais demander, en fait, d'exiger la force de l'authentification. Donc, ici, je pourrais dire que je veux utiliser l'authentification, supposons, sans mot de passe, ou encore des méthodes MFA qui sont résistantes aux hameçonnages. Dans mon cas de pratique, en fait, je vais dire que je n'ai pas encore fait ces décisions-là d'architecture, donc j'y vais simplement avec l'authentification multifacteur. On voit encore ici notre message parce qu'il dit fais attention, il ne faut pas que tu te bloques. Donc, je suis pas mal sûr d'avoir fait les bons choix, sinon la démonstration va être encore plus intéressante pour vous autres. On va récupérer un tenant aujourd'hui. Exact. Donc, je crée ça ici et c'est bon, j'ai mon message, ça a été créé, je n'ai pas eu d'erreur, c'est très bon signe. C'est bon. On peut aller voir en fait un autre exemple un petit peu plus complexe. Puis là, c'est l'exemple en fait sur ce que tu as mentionné tout à l'heure que on veut regarder qu'est-ce qu'on fait avec des niveaux de risque. Donc, on a encore ici notre idée qu'on a nos différents types de comptes utilisateurs. Et ici, on pourrait dire que dans le cas où est-ce qu'on a nos comptes utilisateurs, dans le cas où est-ce qu'il y a un risque élevé, on aimerait ça qu'il y ait du MFA. Par contre, c'est pas parfait dans notre cas. Il y a certains comptes, comme les comptes de service, qui ne peuvent pas avoir d'MFA, donc il faudrait peut-être qu'on ait une autre approche. Donc, ici, on va dire que certains de nos groupes seulement sont inclus. On a encore notre exclusion au niveau du compte d'urgence. Et après ça, on pourrait dire qu'on va avoir certains autres comptes qui, eux, vont être bloqués à la place. Donc, on crée 2 règles à la place qui vont s'appliquer à 2 populations différentes. De cette façon-là, on va regarder la même composante qui est le niveau de risque et on va s'assurer qu'on est très sécuritaire. Allons faire ça et je ne sais pas si tu veux me guider un peu qu'est-ce que je devrais faire parce que c'est toi l'expert en niveau de risque. Ouais, une fois que le nom est écrit, on va regarder ça. Donc,
Tu pourrais sélectionner tous tes groupes d'utilisateurs comme définis. Mais... OK, comme ça ou... non, comme tu l'avais Ah, OK, défini dans le c'est slide, bon. ouais. Donc, on parlait d'utilisateurs d'entreprise, on parlait des utilisateurs externes. En fait, je ne les avais pas inclus là, puis les spécialisés. Donc, Ouais. Puis après ça, on veut exclure les autres. nos comptes d'urgence. Ici, j'aurais-tu l'appliquer à toutes les applications ou est-ce qu'il y a des applications que c'est correct d'accéder même si on a un risque? Mais ça, c'est dépendamment de la politique interne de l'entreprise. Fait que si on a, mettons, des applications en particulier qu'on veut s'assurer que s'il y a un risque élevé, mais on bloque, ou dépendamment des données qui sont contiennent dedans, mais il y a des choix à faire à ce niveau-là. Mais mettons, OK. moi ou toi, on peut pas vraiment faire cette décision pour eux. Donc, on va juste dire toutes les applications pour le moment. Parfait. C'est ça. Puis ici, en fait, j'ai deux niveaux de risque. Ouais. Les deux niveaux de risque, ben, dans mon cas, je sais que c'est le risque de connexion, mais le risque utilisateur, quel type de choses qui pourrait faire, en fait, qu'on a un utilisateur à risque élevé? Tu poses une très bonne question. Puis l'avantage de les portails de Microsoft, c'est qu'avec le petit icône juste à côté, le haut là, mais ça va nous donner une indication, ça semble à quoi les détails par rapport à cette action-là. Fait qu'un OK. niveau de risque utilisateur, là, c'est vraiment si la stratégie a besoin d'acheter un niveau un peu plus haut à la définition de la connexion. Mais une fois qu'on a une connexion élevée, ça, c'est vraiment quand l'utilisateur il accède à Azure AD, mais c'est à le moment de la connexion, est-ce que la connexion est considérée risque suite à la localisation et d'autres métriques qu'on va utiliser dans l'analyse au niveau de l'intelligence artificielle. Le risque de l'utilisateur, c'est aussi le côté, c'est pas nécessairement le côté connexion, c'est le côté est-ce que l'utilisateur a un mot de passe compromis? Est-ce qu'il y a d'autres aspects de le comportement de l'utilisateur qui est bizarre dans la situation pour la Puis, connexion? Et supposons que j'ai mon réseau qui, on va dire que je suis connecté avec ADFS présentement. J'utilise Azure AD Connect juste pour la synchronisation. Est-ce que, justement, ce mot de passe-là va être protégé par défaut? J'ai mon ADFS, donc il envoie le mot de passe à Azure AD ou est-ce que ça me prend d'autres choses qui sont activées à la place? si on a du password hash sync enablé avec la fonctionnalité de ADFS, dans ce cas-là, oui. Mais si on n'utilise pas password hash sync, là, ça va être un peu difficile parce que Microsoft, on n'a pas visibilité sur le hash du mot de passe défini pour l'utilisateur. Donc, il y a d'autres solutions qu'on peut mettre en place. Côté Identity Protection, il y a une fonctionnalité qui t'inclut qu'on peut déployer des agents on-premise qui va faire les validations de complexité de mot de passe et aussi faire des validations au niveau de si le mot de passe existe déjà à quelque part sur un password list sur le dark web ou quelque chose de même. Mais OK. celui-là, ce ne sera pas intégré nécessairement. Fait que c'est vraiment dépendamment de la configuration de ton ADFS et si PHS Ah, est actif. Là. excellent. Puis, juste peut-être une information supplémentaire sur le password hash sync, c'est que ce n'est pas directement votre hash qui est envoyé dans le cloud. Oui, Donc, ouais, c'est c'est un ça. hash qui est rehashé à 1000 reprises, qui est encrypté en SHA 256 avec du salting. Donc, c'est non réversible. En fait, cette information-là est dans ta Azure AD, dans le cas très peu probable où est-ce que ce hash-là serait volé, un attaquant ne pourra rien faire avec ça. Il ne pourra pas le passer directement à Azure AD pour faire une connexion. Il ne pourra pas l'utiliser pour faire une attaque sur votre infrastructure locale. Donc, très belle sécurité qu'il y a à ce niveau-là et c'est une belle Ouais, c'est ça. documentation à lire d'ailleurs avant de se coucher. Ouais. C'est super intéressant. Merci pour la clarification. C'est sûr que quand on dit ah oui, Azure AD, il faut qu'il y ait le hash, ça fait un OK, peut-être on veut pas qu'il y ait le hash, mais c'est un hash d'un hash d'un hash avec du salting et tout. Là, fait que c'est très, très difficile, impossible comme Euh, tu dis, de renverser ça. Exact, c'est quand même assez intéressant comme méthode. Puis d'ailleurs, vous pouvez l'activer, supposons que vous utilisez ADFS ou du Password Authentication, qui est une autre méthode d'authentification. Dans les deux cas, vous pouvez quand même avoir le password hashing qui va être activé pour avoir la sécurité qu'on a discuté tout à l'heure avec
les risques élevés au niveau des utilisateurs dans le cas où est-ce que le password est trouvé sur, supposons, le dark web. Ouais, Pass-through Authentication, c'est une bonne alternative pour le monde qui veut déménager d'ADFS, qui transfère leurs applications, qui se fait de l'authentification avec ADFS vers Azure AD à place, puis moderniser à cette approche-là. C'est un bel entre-deux pendant que vous préparez à monter vers l'authentification infonuagique seulement. Exact. Donc, je crée ma règle. Ici, ça s'est bien passé encore. Je n'ai pas eu rien. On va se rappeler que notre deuxième règle, en fait, qu'on avait, était la règle pour bloquer les connexions à risque élevé. Et ici, j'avais une exclusion et 3 inclusions. Donc, je m'en vais faire la même chose. Ici, étant donné qu'on a déjà une règle qui regarde le niveau de risque, je pourrais dire que je m'en vais commencer par la dupliquer. Donc, ça va m'empêcher, en fait, de devoir retaper le nom, de devoir tout faire. Donc, je vais dire ici que c'est bloqué. Connexion avec niveau élevé. Ici, je vais tout simplement aller changer mes utilisateurs. Donc, j'enlève mes utilisateurs d'entreprise, j'enlève mes utilisateurs spécialisés. Je m'en vais mettre mes comptes d'urgence. Donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que les comptes d'urgence ne peuvent pas avoir de MFA. Donc, en fait, c'est pas les comptes d'urgence, c'est les comptes de services que je devrais dire. Ouais, les comptes de services ne pouvant pas avoir d'MFA, ben, je veux m'assurer que je les protège tout de même avec des niveaux de risque. J'ai mes utilisateurs externes et j'avais aussi mes administrateurs que je voulais bloquer. Donc, ici, j'ai mes 3 groupes. Je vais aller valider que mon exclusion est bien là. Donc, j'ai mon groupe d'exclusion. Mes conditions ici ne changent pas. Mes applications ne changent pas. L'autre point que je voulais changer, c'est le bloquer l'accès ici. Donc, ces utilisateurs-là, s'ils sont compromis, on a détecté un risque élevé, on veut simplement pas leur donner même l'option de connecter avec la MFA parce que il y a trop d'impact possible pour l'entreprise. Dans ce cas-là, on coupe l'accès et on fait nos vérifications à l'interne après. Là. Exact. Puis on pourrait même y aller avec une troisième qui serait lorsqu'il y a un risque, supposons, moyen, donc il y a beaucoup de chances de faux positifs. À ce moment-là, on pourrait demander du MFA pour ce type de compte-là, mais tout simplement le bloquer lorsque c'est élevé. Oui, c'est bon. Et ici, on voit que par défaut, en fait, lorsque je duplique une règle, il va me la mettre en mode désactivé. Donc ici, je n'ai pas le choix aussi de la mettre activée, donc pour éviter les erreurs. Puis juste pour retoucher sur ces 3 états-là, on a désactivé, donc il ne s'applique pas. Activé, où il va regarder, mais il va s'appliquer les conditions puis les résultats des conditions des contrôles sur l'accès, mais leur rapport uniquement, là, c'est juste pour regarder, c'est où qu'on voit ça exactement comme... Le mode rapport, ce serait lorsqu'on va regarder une connexion d'un utilisateur, on va être capable d'aller regarder quelle aurait été l'incidence sur la connexion de l'utilisateur. Donc, on pourrait dire que je t'ai créé un compte dans mon tenant, donc chez Brian, et je l'ai acheté dans toutes ces règles-là qui sont en mode rapport seulement. Et Brian, présentement, tu ne fais malheureusement pas partie de mes utilisateurs. Donc, en regardant les états de connexion, ben, ici, vu qu'on parle de groupe directement, tu ne fais pas partie des groupes. On ne ferait rien. Par contre, pour ma règle de bloquer toutes les connexions, tu fais partie de tous les utilisateurs, tu ne fais pas partie d'un groupe. Je pourrais voir dans la connexion que tu es bloqué. OK. Puis ça, c'est dans les rapports de connexion. C'est ici dans les journaux de connexion. OK. Et je pourrais aller voir, en fait, ceux qu'on vient de créer, je n'ai pas eu de nouvelles connexions depuis, donc je ne le verrai pas. Mais j'ai quand même d'autres règles d'accès conditionnel qu'on ne voit pas présentement parce que je les ai cachées en utilisant le filtre juste pour voir ceux d'aujourd'hui. Mais je verrai, supposons, j'en ai malheureusement pas en rapport, j'en ai plusieurs ici, règles d'accès conditionnel. Donc, je peux voir que pour cette règle-là, toutes les règles que j'ai mis ici, d'ailleurs avec une nomenclature un petit peu différente, avec des numéros comme je mentionnais lors d'une de mes slides précédentes, on peut voir ici que pourquoi ça ne s'applique pas. Donc, ici, c'est simplement non appliqué vu que j'utilise mon compte admin, qui est mon compte d'urgence. OK. Parfait. Et si je retourne dans mes accès conditionnels ici, juste pour voir, oups, je vais retourner dans mes accès conditionnels. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, donc je m'en vais rechercher encore pour avoir juste ce qui m'intéresse. Lorsqu'on fait un duplicat de règles, on va voir que par moment, en fait, à toutes les fois, il va nous mettre copie. Donc, on ne veut pas avoir copie à la fin de chacune de nos règles. Je fais juste le modifier ici pour que ça soit un peu plus esthétique. Parfait.
Et si on continue, en fait, on est rendu un petit peu à nos questions fréquentes. Donc, des questions que j'ai entendues à plusieurs reprises donc, à quel moment, en fait, que nos connexions s'appliquent? Tu l'as déjà mentionné un peu, c'est à chaque fois qu'on a une connexion, que ce soit vers Azure AD ou que ce soit vers une application qui est intégrée à Azure AD. Donc, l'ensemble des applications, l'ensemble de nos règles vont s'appliquer à la complétion du premier facteur d'authentification ou encore à la demande d'un nouveau token. OK. Donc, à ce moment-là, si on a du passwordless, ce n'est pas au moment qu'on rentre notre mot de passe, c'est au moment où est-ce qu'on se connecte. Si on utilise le mot de passe encore, ça va être au moment où est-ce qu'on tape notre mot de passe. Donc, quelqu'un pourrait essayer en dehors du Canada, mais il va se faire bloquer lorsqu'il va avoir rentré le mot de passe. L'ordre dans lequel s'appliquent nos accès conditionnels, en fait, il n'y a pas un ordre spécifique, c'est vraiment l'ensemble des accès conditionnels qui, si on remplit les conditions, ça s'applique. S'il y a un blocage, par contre, c'est toujours le blocage qui va avoir préséance. Et les applications, en fait, qu'on peut protéger, c'est toutes les applications, en fait, qui sont intégrées à votre Azure AD. Donc, que ce soit une application tierce, une application qui provient de votre interne avec Azure AD App Proxy. Puis c'est possible aussi d'avoir, en fait, des stratégies qui s'appliquent seulement à une ou à plusieurs des applications. Donc, ce n'est pas limité à tous, comme j'ai fait dans mes exemples. Dernière question que j'entends très souvent, c'est la formation, en fait. On a souvent besoin, en fait, de formation au départ quand on commence à travailler dans les accès conditionnels ou qu'on veut faire du zéro trust. Il y a beaucoup d'endroits, en fait, qui sont disponibles. Donc, il y a le aka.ms/learn, c'est de la formation gratuite, c'est disponible à tous. C'est vraiment sympathique comme format d'apprentissage. On a même de l'expérience qui s'ajoute là, donc on peut avoir en fait des challenges dans l'équipe pour savoir qui va avoir le plus haut score, des choses comme ça. Et il y a beaucoup, ici j'en ai juste mis une, mais il y a beaucoup d'autres formations qui sont disponibles aussi directement par Microsoft. Vous pouvez en discuter avec votre CSAM. Une que j'aime bien, c'est le Activate Azure with Control Access and MFA. Donc, celle-là, en fait, nous permet vraiment de faire une activation du MFA, de voir en détail tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais vraiment à un niveau très, très, très profond. Donc, on peut passer de quelqu'un qui ne connaît presque pas les accès conditionnels à quelqu'un qui est prêt pour faire presque n'importe quelle règle d'accès conditionnel. Parfait. Donc, j'ai pas vu de questions dans le chat. Je sais pas si, avec les quelques minutes qui restent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, puis on va les répondre. Sinon, donnez un couple de secondes, puis à part de ça, Paul, comment t'as aimé la présentation? Moi, je trouve que c'est une belle plateforme pour faire ça. Oui, j'ai vraiment aimé. En fait, j'étais un peu stressé avant la présentation, mais je crois que c'est un beau format qu'on a et j'espère qu'on va avoir la chance d'en faire plusieurs autres comme ça. Ouais, pareillement. OK, j'ai pas vu le chat. So, Mark, I don't see any questions in the chat. Okay, perfect. You're back. Awesome. Yeah, no, we were keeping an eye on it. I don't see really anything coming through. So thanks so much. I'm assuming everything was accurate and what you just talked about. I picked up some words there, but app proxy and MFA and things like that. So thanks so much for this. Oh, go ahead, Paul. We have one question in the chat. So somebody just told us that they have a question. Okay. Oui, Etienne. Go for it. And while we're waiting for that, we're going to post this show on our YouTube page. I'm going to try my hand at doing some basic editing. So if I don't mess it up too bad, the show will be up there not too long from now. But you can see we had some previous shows, some other topics around, actually Caleb did a deep dive in conditional access, how conditional access works under the hood, things like that. So we have some past shows there. Okay, so do we get a question there? Oh, there it is. All right, let's bring it out. OK, donc, quelle est la recommandation MFA pour les admins? Comment exiger MFA à chaque fois? Donc, en fait, pour les recommandations d'MFA, on va essayer d'aller avec les MFA les plus sécuritaires possibles. Je m'en vais partager mon tenant encore une fois. Et ici, je vais vous montrer, en fait, dans les points forts d'authentification.
je peux définir des authentifications. Donc, je pourrais dire ici que je vais parler de MFA pour administrateur. Je mettrai une belle description ici. Et normalement, on va essayer d'y aller vers ceux-là qui sont en mode anti-hameçonnage. Donc, ceux-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sécuritaire. On en a 3. Les 2 qu'on recommande vraiment sont Windows Hello et les clés de sécurité FIDO, parce que ça, c'est vraiment le mieux. Le certificat peut être utilisé dans certains cas où est-ce que vous avez déjà une architecture reliée à ça, mais la plupart de nos clients n'iront pas vers ça. Donc, Windows Hello et les clés de sécurité FIDO 2 sont les meilleurs choix. Et pour exiger en fait la MFA à chaque fois, ici, on pourrait dire que Azure AD va se rappeler qu'on a déjà eu du MFA récemment. Donc, avoir du MFA à chaque fois qu'on va aller dans un nouveau portal ne serait pas nécessairement quelque chose de très pratique. Ce qu'on préfère avoir, c'est plutôt avoir des sessions plus courtes. Donc, de dire qu'on va avoir une session, supposons, de quelques heures, on pourrait dire on va avoir 4 heures comme session. Et pour s'assurer, en fait, que nos MFA sont, en fait, que notre compte admin est quand même bien protégé, on va utiliser d'autres logiciels comme Privileged Identity Management, PIM, qui, lui, va nous permettre de ne pas être administrateur en tout temps pour réduire encore plus le risque. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement de juste appliquer le MFA à chaque fois. C'est plus arranger un processus au travers de l'accès vers le compte administrateur afin qu'il est tout le temps garanti d'être secure lorsqu'on l'utilise pour faire nos modifications. Et ensuite, on dégage du compte après. On ne garde jamais le droit là-dessus. Dans le cas, en fait, où est-ce qu'on a vraiment un compte très important, on va penser au Global Admin General, en fait, administrateur général, on devrait idéalement utiliser une station dédiée pour faire l'administration, donc pour réduire les risques. Cette station-là, dans le jargon Microsoft, s'appelle un PA, un Privileged Access Workstation, et c'est quelque chose, en fait, qui va vraiment augmenter la sécurité de façon très drastique pour les comptes administrateurs. J'espère que ça répond à ta question, Étienne. All right, so I think you answered it? Yep. Yeah, we just finished answering it. A lot going on there. All right, so that's pretty much it for the rest of this show. So follow us on our LinkedIn page. Feel free to follow and subscribe, and let us know in the comments if there's more content like this you'd like to see or what topics you'd like to see. We're happy to follow up and do some more shows. So next week, we will be doing a LinkedIn live stream on June 7th at 9 a.m. PST. So anyone can join that on LinkedIn, ask us questions. We'll all be there taking questions in English and answering in English as well. So sorry, the French viewers, we can't help you there. And then following that on June 14th at 9 a.m., we'll be doing another live stream. And we will do another 400 level show, so a deeper dive, and we're going to be doing it on moving from 8L to MSAL. So we're going to kind of cover what you need to do that, show some code samples, show moving things like that. So it'll be a really good show. So take a look at that. You can follow it on the LinkedIn page or here on Twitch or on YouTube. So with that, I think we're pretty much done. We are going to try to raid somebody, which again, I'm not good at on the Twitch, but we're going to try to raid the Cyber Mentor. So we're going to dump all of our Twitch viewers over to that. So, all right. So thanks for that. And thanks, Brian and Paul for your session today. Thank you. Thanks, Mark, for organizing. Right. Yeah. Happy to help, guys. All right. Yes. Sure. Thanks, folks. Thank you.